Les parents n'apprennent pas à leurs enfants à dormir. On leur apprend à manger, on leur apprend à être poli, mais en règle générale, on ne leur apprend pas à bien dormir. Il y a des règles bien précises qui sont liées aux troubles du sommeil. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, vous le savez, AVS, ça se décline à votre santé. Aujourd'hui, ça va être à votre sommeil avec mon invitée, Caroline Joutot. Bonjour et bienvenue, Caroline. Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité. Oui, d'autant plus que vous venez de Pau. Tout à fait. C'est pas la porte à côté, c'est paloise. Vous êtes thérapeute, spécialiste des troubles du sommeil et de l'insomnie. Et vous publiez le tome 2 de Les causes cachées des troubles du sommeil et de l'insomnie aux éditions Vérone. Alors, il y a autant de causes d'insomnie qu'il y a de gens. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une cause unique, il y a plein de causes. En fonction de chaque personne est différente, mais après les règles du sommeil sont bien spécifiques et sont similaires pour chaque personne. La reconquête du sommeil serait source numéro 1 de la santé bien avant les médicaments, l'alimentation ou le sport. Je suis d'accord avec vous Philippe, parce que si on dort bien, on vit bien. Donc si on vit bien, on peut faire plein de choses. On est propice à faire plus d'activités, à être en meilleure santé et donc de ce fait-là, à vivre plus longtemps et à vaquer à ses occupations de façon plus bénéfique. Le sommeil, c'est simple. Tant qu'on dort bien, on ne sait pas que ça existe. Et puis le jour où on commence à ne plus pouvoir dormir, là, c'est compliqué. D'autant plus que les parents n'apprennent pas à leurs enfants à dormir. On leur apprend à manger, on leur apprend à être poli, mais en règle générale, on leur apprend pas à bien dormir. Mais est-ce que ça s'apprend de dormir ? Ça s'apprend, effectivement. Il y a des règles bien précises qui sont liées aux troubles du sommeil. Donc du coup, si on ne dort pas convenablement, c'est que peut-être on a fait des erreurs ou de rituels ou de mauvaise organisation dans la journée qui vont empiéter sur ce capital sommeil. Et de ce fait-là, on va avoir un sommeil moins réparateur. Vous avez un long passage consacré aux enfants et aux ados, notamment dans votre livre. Oui. Mais c'est vrai que le sommeil évolue avec l'âge. Tout à fait. Plus on vieillit, plus on va dans l'âge et moins on dort quand il faudrait. Exactement, ça c'est lié par rapport à la molécule d'eau qui se trouve dans nos cellules. Donc moins on est jeune, moins on a d'eau dans les cellules et donc on a un sommeil différent et moins réparateur. C'est physiologique. Alors on ne dort pas la nuit et on pique du nez dans la journée. Oui, parce qu'à un moment, il faut quand même récupérer. Donc le sommeil est régi aussi bien de nuit que de jour et donc on est cyclique par rapport à un rythme circadien et c'est ce besoin des changements de rythme du rythme circadien qui va aussi bien être défini au niveau de la nuit que du jour dans ces besoins de piquer du nez dans la journée aussi bien le jour que la nuit. Alors vous expliquez à tout le monde ce que c'est que le cycle circadien. Alors le rythme circadien, c'est l'horloge interne qui se trouve dans votre cerveau. On a 3 horloges. On a l'horloge de la montre qui indique l'heure, donc 15h17 par rapport à l'heure qu'on est en train d'avoir maintenant. On a l'heure du jour et de la nuit par rapport à la luminosité et à l'obscurité à l'extérieur. Et puis on a l'horloge interne de notre cerveau qui n'est pas sur 24 heures mais à 25h30. Parce que dans le sommeil paradoxal, le temps passe moins vite. Donc dans la nuit, elle est plus longue sur certaines phases du sommeil paradoxal, c'est-à-dire dans la phase delta et theta du sommeil. Donc on dort. Il faut expliquer des delta et theta. Là, ce que je peux vous dire, c'est que pendant le mois du Ramadan, la phase paradoxale, elle en prend un coup. Toutes les phases, en fait, en prennent un coup. Et c'est pour ça que vous piquez du nez dans la journée. Alors, c'est pas que dans la journée par rapport au Ramadan, c'est par rapport à... On pique du nez parce que justement, le sommeil, il n'est pas régulé de façon optimale la nuit. Donc, on peut mettre des choses en place la journée qui vont permettre de réguler ce rythme circadien le soir pour avoir un sommeil plus réparateur. Il faut savoir que quand on fait le Ramadan et qu'on dîne tard peut-être le soir et qu'on fait la fête et qu'on profite de sa famille et de tout ce qu'on a à faire parce qu'on ne peut pas le faire dans la journée, on va forcément empiéter sur son capital sommeil alors qu'on devrait peut-être se coucher un petit peu plus tôt. Donc on verra peut-être tout à l'heure quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour justement réguler ce rythme circadien. On peut le voir maintenant, puisqu'effectivement c'est le mois du Ramadan. Là on arrive à un moment donné où les gens commencent à être un peu fatigués. Et c'est vrai que les gens se traînent les jambes toute la journée, ont vraiment ce sentiment d'être fatigués. C'est souvent la 3e semaine d'ailleurs où ça tombe, la fatigue tombe dessus. Alors il y a un décalage parce qu'effectivement les rythmes sont pas exactement les mêmes, les gens dorment pas à la même heure, se lèvent beaucoup plus tôt pour certains, mangent différemment
et ne boivent pas beaucoup dans la journée. Alors déjà, il faut dire que l'hydratation, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Ça, il faut le comprendre. Alors tout à fait, Philippe. Et puis je vais un petit peu revenir par rapport à votre explication antérieure. C'est que le corps, en règle générale, il est défini par des cycles, donc le rythme circadien de l'horloge interne, mais également par le cycle des habitudes au niveau des cellules, de la membrane cellulaire. Donc en règle générale, toutes les 3 semaines, il se rend compte qu'il y a une modification. Et c'est justement ce cap fatidique des 3 semaines par rapport au début du ruminant qui vont avoir un impact où le corps va dire tiens, là je fais quelque chose de différent. Avant je l'acceptais comme un petit peu un début de régime qui en soi est un régime un petit peu approfondi quand on fait le ramadan, mais il se dit combien de temps ça va durer et pourquoi en fin de compte tu ne manges plus. Donc c'est le cerveau qui donne l'indication à son corps par la fatigue qu'il y a justement un élément qui n'existait pas avant qui maintenant fait partie de son quotidien. Parce que c'est déjà sur une régularité de 3 semaines. Donc, pour répondre au mieux à cette difficulté transitoire, ce serait de proposer à son cerveau de lui dire « Je comprends qu'aujourd'hui, je te mets peut-être dans cette diète dans la journée parce que ma religion l'impose et c'est mon choix individuel et je le respecte. Mais je comprends aussi tes besoins, en parlant du rythme circadien et des ondes cérébrales, que tu as besoin de changer de rythme toutes les 2 heures. En règle générale, toutes les 2 heures, quand on ne fait pas le ramadan, on a quand même un manque d'efficacité, un manque de lucidité, un manque de concentration, un besoin de s'hydrater, un besoin de peut-être regarder par la fenêtre parce qu'on n'arrive plus à avoir cette concentration. Et c'est similaire quand on est en ramadan, mais décuplé parce que justement, il y a cette restriction dans la journée. Donc même si on ne peut pas s'hydrater, on peut s'hydrater différemment, c'est-à-dire déglutir et saliver. À chaque fois qu'on ressent le besoin de s'hydrater, on va pouvoir sécréter de la salive et avaler. Ça va donner l'indication au cerveau, tu as répondu à mon besoin parce que tu avais besoin de t'hydrater. Certes, ce n'est pas équivalent à de l'eau, mais ça donne l'indication au cerveau, je réponds à ton besoin, donc je t'hydrate. Pareil, quand on a manque de concentration ou que justement on a ce coup de barre et ce coup de fatigue dans la journée, c'est de ne pas faire cette sieste parce qu'en soi, ça empiéterait encore plus sur le capital nuit. Ce serait juste de fermer les yeux et en fermant les yeux, pencher la tête vers l'avant et souffler à l'expiration. Ces 3 indications simultanées vont donner l'indication au cerveau qu'on passe du mode jour au mode point mort, comme au niveau des vitesses dans la voiture. Alors, c'est-à-dire, donc cette respiration, vous la faites combien de temps ? On la fait sur les 5-6 fois, toutes les 2 heures, à chaque fois qu'on ressent ce signe de fatigue. Ça va permettre de donner au cerveau l'indication. Je passe du mode bêta, donc c'est-à-dire au mode jour, où je suis tout le temps à fond dans ma vitesse, mais je ressens de la fatigue, mais je ne peux pas dormir parce que je dois encore faire d'autres activités, ou le travail, ou vaquer à mes occupations. Mais ça va permettre de donner l'indication au cerveau. Je te mets en point mort, donc en mode tranquille, comme si on remettait du carburant avec cette salivation, en fermant les yeux, parce qu'il y a 90% des informations qui passent par l'iris de l'œil. Donc le fermer les yeux, on ferme cette sphère où justement on passe du mode bêta en mode alpha, et le fait de pencher la tête vers l'avant, on indique au niveau de l'hypothalamus, on n'est pas en mode nuit, parce qu'en mode nuit, c'est penché vers l'arrière, en mode jour, c'est penché vers l'avant, et à l'expiration, on souffle. Donc on crée un grand souffle au niveau du diaphragme qui va donner l'indication en simultané avec les 2 autres mouvements qu'on passe en mode alpha au niveau du cerveau, c'est-à-dire en mode récupération sans dormir. Donc ça va permettre aux gens qui font le ramadan, toutes les 2 heures, à chaque fois qu'ils ressentent un signe de fatigue, de pencher la tête en avant, de fermer les yeux et de souffler à l'expiration 5-6 fois de suite. Et on va tout de suite sentir cet apaisement au niveau du cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie haute entre le début des cheveux jusqu'aux sourcils, d'apaisement et de bien-être, alors qu'on pourrait avoir ce coup de fatigue. Et la sieste d'Ali alors ? Alors la sieste d'Ali, c'est la sieste qu'on fait idéalement après le repas. Et en période de ramadan, ce serait bien de la faire après le repas du soir, parce qu'elle a plusieurs avantages, cette sieste Salvatore Dali. Alors elle s'appelle comme ça parce que ça a été repris par le peintre qui lui avait l'habitude de piquer du nez après avoir peint d'étoiles. Alors il était insomniaque. Voilà, mais ça lui permettait de faire un petit break justement pour avoir cette lucidité et d'avoir aussi ce repos nécessaire même en étant insomniaque. Il faut expliquer le principe quand même. Oui, donc il prenait les pinceaux dans la main. Il les tenait dans la main, il fermait les yeux, il piquait du nez un petit peu, comme vous dites. Et puis, au moment où les pinceaux tombaient par terre, ça donnait l'indication à son cerveau qu'il était assez reposé pour continuer ses occupations de peinture, mais pas qu'il n'avait pas cette nécessité de rentrer dans une phase nuit.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est provoqué entre l'alpha et le gamma, pardon, je cherchais le nom, entre l'alpha et le gamma, où justement on a ce relâchement de la motricité qui permet d'indiquer au cerveau qu'on change de vitesse au niveau de la marche arrière par rapport au cycle de la nuit qu'on pourrait enchaîner. Vous avez des versions avec des clés et une assiette aussi pour le bruit, mais bon, oui, en tout cas, le principe, ça dure à peu près combien de temps Alors, ça peut aller de 5 minutes à 25 minutes, 30 minutes max. Après, mais ça, c'est une bonne durée de sieste, ça. Alors, non, une sieste, normalement, c'est plus d'1h30. Et après, c'est pas une sieste réparatrice si on dort toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'entre 10h le matin et 17h le soir, on ne peut pas avoir de sommeil réparateur paradoxal, de par le fait qu'il fait encore jour à l'extérieur, donc on fait parler le rythme circadien de l'horloge, non pas biologique, mais de l'horloge jour-nuit par rapport à la luminosité à l'extérieur. Donc on n'a pas accès à cette zone delta-theta qui en soi est la phase la plus récupératrice dans la nuit. Donc, il faudrait idéalement que cette sieste se fasse après le repas, même si c'est le repas du soir, pour 2 raisons. La première, ça va permettre de régénérer les cellules parce qu'on ne donne qu'une seule indication à son corps, c'est-à-dire on laisse toute la vitalité au corps pour uniquement lancer cette phase digestive qui va être optimisée et donc du coup accélérée, qui va permettre de gagner du temps sur ce futur endormissement relativement proche après le ramadan, parce qu'on ne va pas se coucher à 3h du matin parce qu'on est épuisé et puis on a besoin de récupérer. D'autant plus que si on a un repas copieux le soir, on a plus tendance à s'endormir rapidement parce qu'on n'a pas cette habitude au niveau organique de manger peut-être trop gras, trop lourd, trop copieux, alors que toute la journée on était en jeûne. Donc c'est une surcharge au niveau de la digestion qui est lancée. Et donc le fait de faire cette Salvador Dali va favoriser cette récupération plus rapide par rapport à cette phase digestive qui va permettre au corps de sécréter plus vite l'anédosine pour justement réguler cette déglutition par rapport aux aliments ingérés qui va favoriser cette digestion, et de ce fait-là va permettre de sécréter plus rapidement la mélatonine 1h et demie après, parce que justement, il faut que cette température descende d'1,5 degré au niveau corporel pour pouvoir sécréter cette mélatonine, pour pouvoir rentrer derrière dans une phase de sommeil. Donc, c'est un processus vraiment bénéfique si on doit pouvoir se coucher relativement tôt, digérer bien parce qu'on a un petit peu trop mangé, et surtout aussi, le 3e point à évoquer qui est important, c'est qu'on doit être relativement en forme pour pouvoir s'endormir derrière. Donc, si on est dans un épuisement extrême, on n'arrive pas à s'endormir. D'accord. Mais est-ce que c'est adapté au mois de Ramadan de faire une sieste après le repas du soir ? Chacun peut essayer et puis il verra la différence s'il en ressent le besoin ou pas. Mais alors, pour ceux qui ont besoin de faire une sieste dans la journée, bonne ou mauvaise idée ? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors, c'est toujours une bonne idée à partir du moment où on est en malus au niveau du sommeil. On a toujours besoin d'être relativement en forme pour vaquer à ses occupations. Si on a plus d'une demi-heure de manque de concentration ou de difficulté justement, ou peut-être de compréhension et tout ça, ça veut dire que le cerveau il a besoin de changer de rythme. Donc de lui proposer ce changement de rythme, c'est l'idéal. Avec mon invitée Caroline Joutot, qui est thérapeute spécialisée des troubles du sommeil et de l'insomnie, qui publie les causes cachées des troubles du sommeil et de l'insomnie aux éditions Vérone. La grande difficulté pour ceux qui nous écoutent, c'est d'identifier les raisons de leur insomnie. C'est pas toujours facile de savoir pourquoi on ne dort pas ou on ne s'endort pas. Tout à fait. Effectivement, chaque personne peut avoir d'autres raisons. Donc, c'est vraiment important de s'écouter, d'essayer d'identifier depuis combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'on a déjà essayé de mettre en place. Et si ce qu'on a déjà essayé de mettre en place fonctionne, ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Si en soi, ça ne fonctionne pas du tout, c'est peut-être qu'on va dans la mauvaise direction. Il y a ce que vous appelez le trouble du sommeil du travailleur posté. Oui. Alors, qui sont ces personnes qui souffrent fréquemment de troubles du sommeil liés au travail posté ? Alors, les travailleurs postés, ce sont tous les travailleurs, toutes les personnes qui travaillent avec un petit peu des horaires décalés. Donc, qui vont empiéter à moitié. Alors, un jour, je travaille 2 jours, le lendemain, je ne travaille pas du tout, le surlendemain, je travaille un petit peu de nuit, où j'ai des horaires vraiment décalés. Ce qui vont donner l'indication justement à ce rythme circadien, parce que c'est toujours lui qui régit le sommeil, c'est en fin de compte, tu fonctionnes comment et qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu as besoin de dormir ? Est-ce que tu n'as pas besoin de dormir ? Du coup, il faut trouver une régularité qui va pouvoir donner des indications à cette personne. Je suis en mode jour ou je suis en mode nuit. Alors comment il s'y retrouve le cerveau là ? Parce que
là, c'est compliqué. Hein. Quand on change souvent, régulièrement d'emploi du temps, c'est très très compliqué à gérer. Alors c'est compliqué, mais on peut mettre plusieurs choses en place. Alors la première, c'est si ça change régulièrement, mais que c'est régulier et plus de 4 jours d'affilée, ça donne l'indication au cerveau qu'il y a quand même cette régularité, donc il peut se caler tous les 4 jours. Entre 4 et 7 jours, c'est pas gênant. Si le sommeil varie toujours d'un jour à l'autre, c'est nettement plus compliqué. Donc là, il faut trouver une phase relativement propice. Alors généralement, on arrive à trouver un cycle, c'est-à-dire à peu près maximum 4 heures, où on va avoir toujours cette plage ou de repas ou de repos qui vont permettre de donner cette indication au cerveau. Cette plage, ça va devenir ma phase importante que je vais définir en mode nuit. Ça veut dire que ça va être mon repère pour la nuit, même s'il fait jour. Donc je mets des choses en place par rapport à cet horaire que j'ai défini, qui vont être peut-être, même si c'est, admettons, 15h l'après-midi, mais je vais prendre un petit déjeuner à 14h parce que j'ai défini au niveau de mon cerveau que c'était le début de ma journée et je reste toujours calé là-dessus. Ça va permettre de donner ça change pas en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Voilà, ça change pas. Il faut vraiment donner ce sentiment à ce cerveau qui a besoin d'habitude, parce que ça le réconforte et c'est comme ça qu'il fonctionne, par ces rituels qui sont quotidiens et qui sont similaires. Donc c'est d'avoir justement ces horaires en fonction vraiment de la personne qui vont correspondre à ce qu'elles font, ce dont elles ont besoin et se caler là-dessus par rapport au début de la journée. Alors les travailleurs postés, c'est les infirmières, les médecins, les chauffeurs de taxi, les vigiles, enfin tous ceux qui ont des métiers, c'est H24, 7 jours sur 7. Et c'est même la base. Il y a aussi ceux qui travaillent en 3-8. Tout à fait. Donc ces personnes-là, soit on leur apprend, nous en thérapeute du sommeil, à moins dormir. Et donc du coup, pour moins dormir, il faut qu'ils récupèrent dans la journée. Donc c'est faire ces sommeils flash, comme j'avais évoqué tout à l'heure, de fermer les yeux, de pencher la tête et de souffler à l'expiration, qui vont permettre justement de récupérer des heures de sommeil qu'on n'a pas dans la nuit parce qu'on l'a écourté, parce que justement on n'arrive pas à retrouver ce rythme on va dire, de 6-7 heures normal qu'on pourrait avoir dans la nuit, mais qui va permettre à la personne de récupérer les 2 premières ondes cérébrales, c'est-à-dire le gamma et sigma, qu'on peut récupérer entre 10h et 17h, et du coup qui va être récupérable aussi la nuit, avec le peu de temps, même si c'est un petit peu de temps de sommeil, justement sur les sommeils paradoxaux, le delta et le theta, qui ne peut pas exister en mode jour. Comme l'objectif de dormir, c'est d'éliminer les toxines, de réguler l'organisme, tout ce qu'on a fait la journée. Le corps fait le grand ménage. Exactement. Donc ce ménage, si on peut déjà lui en faire un petit peu dans la journée, en empiétant sur justement ce non-ménage qu'il va faire en gamma et en sigma, qu'il peut faire dans la journée, parce qu'il va le faire avec ces sommeils flash et ce Salvador Dali, là systématiquement après les 3 repas quotidiens, et éventuellement le 4e si on fait un break avec un goûter ou une pause à 10h, ça va permettre à l'organisme d'être moins fatigué et donc d'avoir un sommeil plus récupérateur la nuit, même si le sommeil il est plus court. Il existe 2 groupes distincts de travailleurs postés qui souffrent d'insomnie. Ce sont les insomniaques endormis et les insomniaques d'alerte. Oui, alors un insomniaque endormi, c'est quelqu'un qui est encore fatigué dans la journée. Un insomniaque d'alerte, c'est quelqu'un que même s'il n'a pas beaucoup dormi, il est toujours en mode vigilance. Donc forcément, il va réagir différemment. Il est insomniaque parce qu'il n'a pas beaucoup d'heures de sommeil, mais il arrive quand même à vaquer à ses occupations. Et l'autre, il est insomniaque parce qu'il n'arrive pas à dormir, parce qu'il se dit tout le temps, il faut que je me lève parce qu'il y a une urgence, comme les sapeurs-pompiers, comme les urgentistes, comme la gendarmerie et tout ça, il ne faut pas que je rentre dans un sommeil plus profond. Et du coup, il ne va jamais jusqu'à la fin de son cycle parce qu'il a conditionné son cerveau à faire des allers-retours pour rester dans cette vigilance au cas où on aurait besoin de lui. Et alors là, c'est quoi les exercices qu'on fait ? Là, c'est pareil, ça passe 50 000 exercices. C'est vraiment de redynamiser et de donner cette énergie à ce cerveau qui a besoin de changer de rythme toutes les 2 heures, ou à chaque fois qu'on a ce coup de barre, ça prend 30 secondes de se trouver ce temps calme, à fermer les yeux et à pencher la tête et à souffler. Pour ceux qui travaillent la nuit, le plus grand niveau de somnolence a lieu entre... Alors généralement, on a un pic vraiment de somnolence entre 1h et 4h le matin.
Après, généralement, à 5 heures le matin, on est encore plus en état de somnolence parce que souvent, quand on rentre de nuit, donc on n'a déjà pas dormi de la nuit parce que forcément, on avait une activité professionnelle, et de suivre la ligne blanche sur l'autoroute ou éventuellement le paysage s'il y a des arbres sur le côté, ça oblige l'œil à se focaliser sur une direction, donc c'est hypnotique aussi. Et à 5 heures le matin, c'est là où la température corporelle du corps descend de 1,5 degré. Donc il y a aussi ce pic de fatiguité par rapport à cette sécrétion de mélatonine. Donc il vaudrait mieux faire une petite sieste Salvador Dali avant de reprendre le véhicule, avant de rentrer chez soi. Oui, attention, c'est l'heure où il y a beaucoup d'accidents de la circulation. Tout à fait. Alors, vous dites que peut-être pour lutter contre ces dysfonctionnements et rendre le travail posté plus supportable, on pourrait adapter la lumière. Oui. Alors, il y a la luminothérapie, mais après, on n'est pas obligé d'avoir un appareil à luminothérapie. C'est vraiment de conditionner justement le cerveau qui donne l'indication par l'œil qui fait jour, mais d'être face à une lumière blanche ou face au soleil quand il y a un petit peu de luminosité dehors, à partir du moment où on se lève le matin. C'est vraiment donner l'indication, ma journée commence. Mais elle ne commence pas qu'avec la luminothérapie, elle commence aussi par je m'étire, je bâille et je donne l'indication à mon cerveau avec une douche chaude. Parce que ça, même si avant le petit déjeuner, on peut se lever qu'il ne fait pas encore nuit, enfin qu'il ne fait pas encore jour, mais on peut quand même donner cette indication. Je donne à mon corps une douche chaude, je donne l'indication, je mets du carburant dans le moteur, donc je commence une journée. D'accord. Et alors, il y a ce que vous appelez, vous, la lumière rouge. Oui. À quoi sert-elle, cette lumière rouge ? Alors, la lumière rouge permet au cerveau de ne pas passer en mode « j'arrête l'horloge interne quand il fait nuit ». Mais en fin de compte, quand il fait nuit dehors et que l'œil est confronté à un écran lumineux, soit de télé, soit de tablette ou de téléphone portable, le rythme circadien, il s'arrête. Ça veut dire que la lumière, elle est figée. La lumière bleue fige au niveau de l'œil cette horloge qui arrête donc de défiler. Ça veut dire qu'à partir de 20h30, si on est face à un écran, dans le cerveau, il reste 20h30 et le temps n'avance pas. Donc, il n'y aura pas ce besoin d'aller se coucher et ni ce ressenti justement de sécrétion de mélatonine parce que le cerveau s'est arrêté à 20h30 par exemple. Alors que si on met le cerveau devant une lumière blanche, c'est-à-dire un filtre entre une lumière bleue ou avec une lumière rouge qui en soi fait le même travail, ça va permettre au cerveau de comprendre que l'horloge interne continue et là il y aura cette sécrétion de mélatonine. Et d'ailleurs on peut teindre avec de la peinture rouge les luminaires, les lampadaires, enfin son salon si on veut passer la soirée devant sa télé, avec de la lumière haute, enfin de la peinture haute température pour justement mettre cette ampoule en lumière rouge qui va permettre de pouvoir passer une soirée agréable sans que ça empiète sur ce besoin de sécrétion de mélatonine. Ouais, mine de rien, les ampoules qu'on achète ont beaucoup d'importance et beaucoup d'impact sur le sommeil. Oui, les nouvelles LED, elles ne sont pas propices effectivement à un sommeil réparateur parce que ce sont des lumières bleues. Donc il faudrait éventuellement porter des lunettes anti-lumière bleue ou avec des filtres qu'on peut mettre aussi sur un écran, ou sinon on s'amuse à repeindre son salon avec une lumière rouge. Ouais. Vous avez un petit côté feng shui. Oui. Et donc quelles sont les couleurs à adopter dans une chambre pour que ce soit propice au sommeil ? Alors les couleurs propices au sommeil, surtout par rapport déjà la chambre, pas que par rapport aux couleurs, mais doivent être agréables. C'est-à-dire de couleurs pastel, du beige, du gris souris, du taupe, ou si on sait pas agencer sa chambre, on la laisse blanche. Mais en aucun cas des couleurs trop vives ou trop foncées qui empiéteraient sur ce capital sommeil. Et surtout, vous lavez vos draps toutes les semaines. C'est ce que j'ai lu. Vous avez raison. Après, si on peut pas le faire, au moins on aère. On aère tous les jours, on secoue les draps, même si on ne les change pas, mais on peut les secouer. Après, dans l'idéal, c'est de les changer toutes les semaines, mais si c'est fait tous les 15 jours, à partir du moment où on aère bien sa chambre, qu'on laisse rentrer la luminosité, que cette chambre soit rangée et ce soit uniquement dédié à cette chambre à coucher et pas en même temps le débarras, le bureau et tout ce que ça peut être, il faut que la chambre soit propice au sommeil et donc ça passe par le rangement, la convivialité et puis des couleurs relativement neutres qui permettent justement ce sommeil agréable. Oui, mais aujourd'hui, vous avez le téléphone qui vous suit jusqu'à dans votre lit.
Oui, alors le téléphone, c'est bien d'en avoir un vieille génération, c'est-à-dire le petit coucou qui réveille gentiment. Alors maintenant, il y en a encore des plus sympas avec justement qui donnent un petit peu de luminosité, qui permettent aussi d'avoir ces petits peut-être gazouillis au niveau des oiseaux pour donner vraiment l'indication, c'est le jour, mais de façon agréable. Parce que sinon, on rentrerait dans 3 traumas au niveau du cerveau avant même le réveil, si ce réveil n'est pas, on va dire, idéal. C'est déjà au niveau auditif. Si on fait un dring violent, on peut ça avant, enfin 2 secondes avant, on était dans le calme relativement apaisant. Donc du coup, c'est pas bon pour le cerveau. Au niveau des ondes cérébrales, on passe de 45 à 50 impulsions par seconde à 3-4. Alors c'est comme si on demandait à votre cerveau de sauter du train alors qu'il est en marche avec ce réveil violent. Et en plus, c'est aussi la luminosité. Souvent, c'est lié. Et là, pour le sommeil de vos ados, donc il faut vraiment être vigilant et contrôler les téléphones. Oui, il faut être vigilant et puis il faut leur donner surtout des limites. Un enfant jusqu'à l'âge de 12-14 ans n'a pas à choisir. On peut lui laisser cette plage de, voilà, tu es ado, tu as le droit de faire des choses, mais à partir d'un moment, 22-23 heures, extinction des feux, et puis il y a école demain. Et puis, c'est déjà tard, 22-23 heures. Hein. Après, ça dépend, ado, ça peut aller jusqu'à 17 ans, mais tout à fait. En règle générale, alors si on parle de 6e, il faudrait qu'il soit au lit à 20h30, 21h. Parce que 23 heures, si vous regardez votre portable encore jusqu'à 23 heures... Ah non, là c'est clair. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'impact que ça a sur votre sommeil, c'est important. Hein. Oui, d'autant plus que ce qu'on regarde un quart d'heure ou 20 minutes avant de dormir va avoir vraiment un impact sur ces éventuels cauchemars qu'on pourrait avoir en sommeil paradoxal. Parce que quand on regarde quelque chose et qu'on est déjà dans cette phase où il y a eu cette sécrétion de mélatonine mais qu'on ne dort pas encore, le cerveau ne va plus faire la différence de ondes cérébrales plus tard que ce qu'il a vu auparavant, il y a 1 heure avant, est du réel ou de l'imaginaire. Donc les fantômes, les monstres, les films violents, même pour les adultes, vont avoir un impact sur ce sommeil-là. Voilà, les causes cachées des troubles du sommeil et de l'insomnie, c'est le titre du livre de mon invité. Alors c'est le 2e tome, il y avait un 1er tome. Caroline Jutotte, qui est thérapeute spécialiste des troubles du sommeil et de l'insomnie, est avec nous ce matin. Alors montrez vos livres à la caméra puisque l'émission est enregistrée. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des troubles. Par exemple, quand on va quelque part et qu'on passe la première nuit dans un endroit, ça a un nom. Oui, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Alors, vous allez me rappeler. C'est vrai ? Vous ne savez plus comment ça s'appelle ? Non. Il y a tellement d'indications sur le sommeil. Non, alors je vais regarder comment ça s'appelle. Mais c'est vrai que ça, quand on, par exemple... Alors, je vais vous donner l'explication. Quand on va en vacances ou qu'on bouge quelque part, la première nuit, on ne dort pas. Ou alors on dort très mal, même si c'est très confortable. Oui, alors je vais vous expliquer pour toi le pourquoi et le temps que vous retrouvez. Ça s'appelle l'effet première nuit. Voilà. C'était pas très loin. Non. Donc effectivement, l'effet première nuit va avoir un impact sur le sommeil parce qu'on est des êtres d'habitude. Et donc le cerveau, il a besoin d'être dans cette habitude pour se sentir rassuré. C'est pas parce qu'on a les yeux fermés qu'on se sent en sécurité. C'est par rapport justement aux ondes cérébrales qui sont liées entre la Terre et le cosmos qui permet de donner à l'indication au cerveau « je suis sur un territoire connu ou pas connu ». Donc il va faire ce reset et ce rappel toutes les nuits. C'est comme un petit scan corporel. Il va se dire effectivement cet environnement je le connais même en ayant les yeux fermés. Je sais que la sortie de secours elle est à gauche. Je sais que mes enfants dorment dans la chambre à droite. Je sais que ma grand-mère elle est en bas et que tout se passe bien. Voilà, on est dans un fonctionnement d'habitude. Quand on change d'endroit, où que ce soit, même si on est dans un super hôtel ou dans un environnement sécurisant, lui, le cerveau n'a pas cette indication. Donc, il va rester en mode alerte toute la nuit pour identifier si éventuellement il y aurait peut-être des prédateurs ou du danger imminent. Et c'est seulement au bout de la 2e ou la 3e nuit que généralement on se sent bien apaisé et on peut trouver ce sommeil récupérateur. Mais c'est pour ça que souvent on a du mal à bien dormir en vacances, parce qu'on n'est pas dans on n'a pas ces habitudes. Alors déjà on n'a pas ces habitudes, on n'a pas sa literie et c'est surtout par rapport à cet environnement-là. Le cerveau il a besoin de faire son check-up, lui, de savoir est-ce que je suis en sécurité ou pas pour se sentir rassuré. Et quand il se sent rassuré, effectivement, il peut dormir tranquillement, mais ce ne sera jamais au bout de la première nuit. Et la veille du départ en vacances, ça s'appelle l'effet d'appel. C'est pour ça qu'on ne dort pas bien la veille de partir en vacances. Oui, alors l'effet d'appel, c'est autre chose. C'est justement, comme on sait qu'on va changer d'environnement, on va donner l'indication à son cerveau qu'est-ce qui va se passer demain, mais que je ne connais pas encore. Et comme l'être humain, il est fait de fonctionnement et d'habitude, un demain incertain, forcément ça va le mettre face à des questionnements et c'est cet élément-là qui va lui donner peut-être des difficultés d'endormissement. C'est un petit peu comme quand on gagne au loto.
On part vers un futur qu'on ne connaît pas, qui est incertain, et on peut se poser des questions. Est-ce que je vais encore perdre mes amis? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais me trouver des nouveaux copains? Est-ce qu'ils vont vouloir profiter de moi? Le sentiment de partir en vacances, est-ce que ça va être bien? Est-ce que mon train va avoir du retard? Est-ce que ça va avoir un impact sur peut-être l'entretien d'embauche que je vais avoir derrière? Et donc forcément, ça va amener au questionnement, et quand on cogite au niveau du cerveau, on a du mal à s'endormir parce que justement, on se pose trop de questions. Ça veut dire quoi que de s'occuper de ces troubles du sommeil d'un point de vue psychologique? Alors d'un point de vue psychologique, c'est effectivement s'occuper de tout ce qui est en lien avec la tête. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à débrancher le soir, quand on va se coucher. C'est pas le petit bobo physiologique parce que j'ai fait une course à pied puis j'ai un petit peu des courbatures. C'est vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir dire demain à mon collègue de bureau parce que aujourd'hui ça s'est pas bien passé, mais j'ai pas envie de le froisser, j'ai envie de trouver une solution et forcément ça va ressasser des événements pas très agréables de la journée. Ça va empiéter sur le psychologique qui va avoir un impact sur cet endormissement. Ça, ce sont les ruminations. Oui. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on a trop de ruminations la nuit? Alors, l'idéal, c'est de les enlever avant la nuit. Et l'idéal, c'est même de les laisser au travail et pas de les ramener à la maison. Donc, il y a plusieurs outils par rapport à ça. Il y a la technique du nuage qui consiste à, quand on est face à une difficulté, c'est qu'on s'imagine que cette difficulté, on la transfère dans le nuage et on souffle sur le nuage et derrière, on voit le soleil qui apparaît derrière le nuage. On se dit, aujourd'hui, la journée, elle est finie. Je ne peux pas faire face à cette situation, donc on verra demain et advienne que pourra. Ça permet de décharger le niveau du cerveau. Sinon, on a la possibilité d'écrire. C'est voilà, toutes les choses qui ont été désagréables dans la journée, je les écris sur un papier, je les mets dans une boîte et je les sors de la chambre. On a donné l'indication au cerveau au niveau de la cursive, c'est-à-dire l'écriture, que justement cet élément-là, je sais qu'il existe, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'outil, donc en tout cas, je ne le ramène pas dans ma chambre ni dans mon lit. Après, il y a d'autres éléments en fonction du travail, justement, la méthode Jacobson qui consiste à se dire cette situation, je l'ai faite de mon mieux et puis si ça se passe pas bien, c'est pas grave parce que j'ai fait de mon mieux. Essayer de trouver le problème-action, j'ai une difficulté par rapport à une tâche, peut-être au travail, j'arrive pas à faire, mais je vais solliciter un collègue parce que derrière, je vais pouvoir lui renvoyer la balle parce que moi, j'ai d'autres outils peut-être pour répondre à ses besoins. Enfin voilà, il y a plusieurs outils. Alors le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de nos nuits. Ah oui. Il y a beaucoup de façons naturelles de venir à bout du stress. Oui, alors déjà, il y a beaucoup de stress. Alors le stress, déjà, c'est sournois parce que ça vient généralement avec 4 petites étapes et on ne s'en rend pas compte. Les 4 phases du stress, oui. Alors quelles sont-elles ? Alors au début, on a envie de se sentir bien et de se dire qu'on est capable. Et donc du coup, on va peut-être donner plus au niveau du travail, on va montrer qu'on est un petit peu plus impliqué et puis on va être content quand le chef ou le collègue va nous dire « Super, tu as fait un bon boulot ». Mais quand on a fait un petit peu plus, derrière, on n'a pas envie de régresser, de dire « Mais là, j'ai envie d'en faire moins ». Donc on va encore plus vouloir se motiver. Et encore plus dire à l'autre je suis capable et je vais faire ses capacités, et donc du coup ça va commencer à empiéter sur ce qu'on fait à la maison parce qu'on va ramener du travail à la maison parce que ce travail on peut plus le faire de façon aussi bien au travail, du coup on va le faire un petit peu à la maison, donc ça va empiéter sur cette vie familiale cette vie familiale va engendrer encore plus de stress parce qu'il va falloir peut-être ça va engendrer des conflits et on va se poser des questions. Et puis après, derrière, il y a cette fatigue supplémentaire qui va s'installer. Et là, on va être en phase avec le burn-in et le burn-out. Ça veut dire que physiologiquement, on ne va plus être capable d'assumer et psychologiquement, on se dit que si on régresse, on ne va plus être aimé, on va peut-être se faire licencier et puis on est au bout du rouleau parce que même si on essaye toujours d'en faire un petit peu plus, on est allé au-delà de ses capacités et du coup là ça finit essentiellement en burn-out où c'est le corps qui dit stop, j'ai besoin de m'arrêter et donc du coup le corps il parle et ce burn-out se traduit par un arrêt maladie ou de la dépression. Quelles sont les solutions naturelles que vous pouvez nous conseiller pour lutter contre le stress? Alors le stress justement c'est d'essayer de l'évacuer avant qu'il s'envenime et qu'il prenne beaucoup de place. C'est dès qu'on se rend compte qu'il y a une situation qui n'est pas agréable ou qui n'est pas normale, justement prendre du recul.
c'est de se dire, voilà, je vais essayer d'imaginer qu'en face de moi, il n'y a pas quelqu'un qui me veut que du mal. J'imagine, je projette, admettons, le visage de ma femme ou le visage de mon enfant, qui me permet de me dire, bon, ok, je suis peut-être face à mon employeur, mais si je projette qu'il a l'apparence de ma femme ou de mon enfant, je vais peut-être plus agréable et plus doux au niveau des paroles. Et donc, du coup, la réceptivité va être différente et ça va permettre aussi au conflit de s'apaiser. Ou sinon, faire des exercices de sophronisation ou des exercices de respiration profonde qui permettent de... Alors, sophronisation pour tout le monde. Alors, la sophronisation, ça vient des phosphènes, c'est-à-dire de l'intérieur de l'œil qui voit que 3 couleurs primaires, et le fait de se revisualiser ces 3 couleurs primaires comme si on faisait les kaléidoscopes, l'objectif, c'est de poser les coudes sur la table et de poser l'intérieur de l'œil sur le haut de la paume de main. Et en fermant les yeux, à un moment, vous allez voir peut-être plein de couleurs avec des flashs colorés. Les enfants sont nettement plus réceptifs. Les adultes, il faut à peu près attendre 3-5 minutes. Et ça va donner au niveau de l'inconscient et du cortex préfrontal justement ces indications d'apaisement, parce qu'on revient aux couleurs primaires de ce que le cerveau voit à l'intérieur. Et la sophrologie et des états de respiration profonde, c'est respirer sur 4, c'est de bloquer, c'est d'expirer sur 4. Ça, c'est la méthode du 3x8. Ou sinon, il y a l'objectif aussi, on visualise qu'au niveau, au plexus solaire, c'est-à-dire entre la poitrine et le nombril, vous avez une grosse fleur avec des grosses pétales. À chaque inspiration, ces fleurs, elles s'ouvrent, et à chaque expiration, ces fleurs, elles se ferment. Et ça permet aussi de recentrer son énergie à l'intérieur de son corps. Ça permet justement d'éviter ce stress et de libérer aussi peut-être ses tensions, ses angoisses. Alors justement, les angoisses, il y a ceux qui se mettent au lit et les angoisses arrivent. Oui. Tous les soirs, c'est le même scénario. Oui, parce que forcément... Ils sentent monter l'angoisse. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes ? Alors déjà, pourquoi ces personnes ont tous les soirs ces angoisses ? Parce que forcément, elles vivent de façon, on va dire, automatique, comme elles sont des êtres, enfin, on est tous des êtres avec des habitudes et des rythmes réguliers. Donc du coup, ils se disent, si j'ai eu cette angoisse hier, il n'y a pas de raison que je l'ai plus demain. Le demain, il n'y a pas de raison que je l'ai plus après-demain. Donc c'est rentré dans, on va dire, un mauvais rituel. Il va avoir cette habitude de, justement, je suis tous les soirs face à cette angoisse. Alors là, il faut se poser des questions. Cette angoisse, elle est liée à la quoi ? Est-ce qu'elle est liée au fait que demain sera peut-être pire qu'aujourd'hui par rapport aux professionnels ? Est-ce que cette angoisse, elle est liée à une maladie et j'ai peur pour mon avenir ? Donc dans ce cas-là, la meilleure des choses, c'est de se faire accompagner par un thérapeute du sommeil et éventuellement mettre en place un protocole EMDR pour comprendre l'origine de cette angoisse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un protocole EMDR ? Alors, le EMDR, c'est la désensibilisation par stimulation bilatérale alternée par rapport à un traumatisme. C'est-à-dire, quand une angoisse est récurrente, ça peut être lié à une situation qu'on n'a pas choisie, mais qu'on a vécue, qui va empiéter justement sur ce rythme circadien et sur cet hémisphère gauche au niveau du cerveau, qui va se dire je n'étais pas bien dans cette situation, je ne l'ai pas choisie, et je ne sais pas comment m'en sortir, et ça peut être que pire demain. Et donc, du coup, ça se met dans le TAI, c'est-à-dire le traitement adaptatif de l'information, qui est la boîte noire du cerveau, l'estomac du cerveau, qui ne peut pas digérer des émotions ou des vécus qu'il a eu face à une situation bien spécifique dans une journée, à un instant T, mais qu'il n'a pas choisi, qu'il a subi. Et donc, du coup, le MDR consiste à rentrer dans cette boîte qui s'appelle le TAI pour la désensibiliser en mode jour, parce que normalement c'est accessible entre le sommeil delta et theta, pour justement réguler ce sommeil et en faire juste un mauvais souvenir qui en soi, cette angoisse, c'est juste un mauvais souvenir. Alors MDR, ça veut dire Eye Movement, désensibilisation and reprocessing. Donc c'est une reprogrammation par les mouvements des yeux. Alors justement, en sommeil paradoxal, on a le mouvement oculaire. En sommeil paradoxal, en onde cérébrale en paradoxal, l'être humain ne peut pas bouger. Il est uniquement figé. Et la seule chose qui peut fonctionner, ce sont ses yeux et éventuellement une érection au niveau des organes génitaux masculins. Mais c'est fait exprès parce qu'on va, dans cette phase de nettoyage, justement, dans ce qui ne fonctionnait pas, et on a besoin de le nettoyer. Donc l'organisme, il est bien fait parce que le fait de vous figer et de vous obliger à rester dans cet immobilisme vous permettrait aussi de ne pas peut-être commettre un meurtre
par rapport à situation vécue, on a envie juste de se venger parce que c'est le vécu qui a fait ça. Et donc du coup, le MDR avec cette reproduction de stimulation bilatérale alternée, c'est exactement le même mouvement qu'on va faire, mais de façon ludique et pas du coup en mode nuit, en retournant dans ce TAI de façon jour avec ces exercices bilatéraux qui vont permettre d'accéder à ce sommeil paradoxal, mais en mode jour, justement pour traverser cette angoisse, un mauvais souvenir. Et la suite est dans votre livre, Les causes cachées des troubles du sommeil et de l'insomnie, aux éditions Vérone, tome 1 et 2, pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et tome 2. Tome 2, Caroline Joutot, notre invitée aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Merci. Caroline. Et passez une très Philippe. belle journée santé sur Beurre FM.